Alors, Ferenczi rencontre la psychanalyse, on peut dire, avant le début de la correspondance, par la lecture de la Traumdeutung, et il écrit à Freud en 1908 dans un mouvement d'enthousiasme. Ce terme d'enthousiasme, on le trouvera commenté dans certaines lettres, dit par Ferenczi lui-même, et il rencontre la première fois avec le docteur Stein, à l'initiative de Jung qu'il fréquentait alors. Ferenczi avait fait ses études de médecine à Vienne et connaissait bien donc l'ambiance universitaire et médicale de Vienne, qui à cette époque rayonnait sur cette partie de l'Europe centrale. C'est donc par la médecine, j'ai dit que Lacan était rentré par la psychiatrie, pour Ferenczi c'est par la médecine qu'il va y rentrer. Par son intérêt pour ce réel de la clinique, pour son approche de cet insupportable, de cet impossible à supporter, auquel il tentera d'apporter des réponses. Et c'est très intéressant de voir comment Ferenczi prendra véritablement l'appui sur les questions que sa pratique médicale lui posait pour commencer à entrer dans les questions analytiques. Il restera longtemps marqué par cette approche médicale de la clinique comme de la thérapeutique, mais pour autant, il contribuera par ses questions. Freud dit que c'est un questionneur exceptionnel, de la psychanalyse, contribuera donc par ses questions et par ses trouvailles à consolider et à diffuser la pratique psychanalytique. Vous savez que Ferenczi a analysé nombre de post-freudiens et certains se sont réclamés de lui comme étant des élèves de l'école hongroise, d'autres animés comme, selon le terme qu'il a utilisé lui-même, d'un transfert très négatif, ont effectivement pris des distances avec Ferenczi. Le premier d'entre eux, vous le savez sans doute, c'est Jones, qui effectivement a fait son analyse avec Ferenczi et qui, dès la fin de la correspondance, dit le plus grand mal de Ferenczi, avec lequel il est en opposition, et voit la rivalité entre Ferenczi et Jones auprès de Freud, l'un se plaignant de l'autre amèrement. On va voir comment, effectivement, le concours de Ferenczi à l'histoire de la psychanalyse, évidemment, va être imprégné de son rapport à lui au transfert. Et on voit bien que nos institutions analytiques, on va voir comment, on sait déjà comment Freud a résolu l'affaire, mais nos institutions analytiques sont forcément marquées par l'histoire analytique, par l'analyse de leurs fondateurs, par le rapport que ces fondateurs et que leurs élèves entretiennent, j'allais dire, au réel de leur cure, à ce qu'ils y ont rencontré, à comment leur analyse a commencé, elle s'est poursuivie et comment elle s'est terminée. On a, nous, la chance d'avoir eu Lacan qui, pendant des dizaines d'années, nous a fait un enseignement sur ces questions à travers son séminaire, et effectivement a eu à cœur, on peut dire, d'une certaine manière, de tenter de répondre à cette question, de nous proposer un nouage, non pas tant qu'il ait tellement parlé de son analyse, encore qu'il l'a fait à certains moments, mais qu'il nous ait proposé un nouage spécial entre effectivement ce qu'a été son analyse, ce qu'était son rapport à Freud, et les institutions qu'il a mis en place après les vicissitudes qu'il a connues avec l'IPA. Donc on a d'une certaine manière ce recul-là qu'on ne peut pas lire la correspondance Freud-Ferenczi sans évidemment avoir tout ça en tête, avoir cette approche lacanienne de l'institution psychanalytique et du transfert pour saisir un peu
ce qu'il en a été pour ces deux-là. Alors, on peut dire que Ferenczi témoigne à plusieurs reprises de son embarras dans le maniement du transfert, et d'une certaine manière, on peut dire, d'une certaine précarité de son analyse, mais j'ai envie de dire qu'on retrouve là l'analyse des pionniers de la psychanalyse, de ceux qui à un endroit, j'ai envie de dire que ça reste d'actualité cette question, parce qu'effectivement quand l'analyse s'installe, quand des analystes commencent à travailler à un endroit, quand des analysants, j'ai envie de dire, commencent à travailler à un endroit où l'analyse n'existe pas. J'ai en tête, il y a un collègue polonais qui est là, qui me rappelait qu'on s'était vu là-bas, j'ai en tête les moments où effectivement dans les premiers temps où pour ce qui était l'école européenne de développement, je suis allé en Pologne, et où effectivement les choses qui avaient connu la psychanalyse, les Polonais avaient connu la psychanalyse autrefois, mais ces dernières années, comme en Russie, comme dans les pays effectivement de ce qui était l'Europe de l'Est, effectivement la psychanalyse ça s'était perdu, enfin les références à Freud s'étaient perdues. Eh bien, les questions étaient tout le temps celles-là. Comment fait-on? Il n'y a pas d'analyste. Comment on fait pour s'analyser quand il n'y a pas d'analyste? Où on va? Alors effectivement, j'aimais alors rappeler qu'effectivement l'analyse suppose le transfert, et que le transfert, ça suppose effectivement de se bouger, de bouger les corps. Transférer, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire effectivement un transfert des corps. Et que donc, il faut qu'il y en ait 1, 2, 3 qui effectivement se déplacent. Et c'était vrai, ça a été vrai en Pologne, jusqu'à ce que des collègues qui parlaient le polonais soient venus eux-mêmes analyser en Pologne, mais c'est vrai dans tous les pays où finalement l'analyse a commencé à s'implanter. J'allais dire même dans toutes les régions où elle a commencé à s'implanter. Parce qu'en France, même si effectivement l'analyse a un certain développement, très souvent on cherche un analyste pour analyser dans telle ou telle ville, et puis on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Donc effectivement, le jour où ça commencera dans cette ville-là, bien il faudra que celui qui va analyser là ait eu l'occasion de se déplacer. Et peut-être commencera-t-il à analyser en n'ayant pas tout à fait achevé sa formation. Et j'allais dire que pour les pionniers de la psychanalyse, on a vu comment finalement ils ont adopté les moyens du bord. Mais alors pour Ferenczi, la question peut se poser. Est-ce que réellement c'était les moyens du bord? Ou est-ce que finalement il a un peu reculé dans le fait d'aller voir Freud? Parce qu'il n'avait pas le choix, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait personne à cette époque-là à Budapest, et il était installé. Et donc il fallait, la psychanalyse était débutante, on était dans les 10 premières années du XXe siècle, et il fallait effectivement à ce moment-là se déplacer à Vienne pour commencer son analyse. Alors on voit bien que sur le modèle qu'avait connu Freud avec Fliess, eh bien la correspondance joue un rôle tout à fait déterminant dans ces transferts avec ces sujets qui sont à distance. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'écrit, peut-être le retrouve-t-on là avec la facilité que nous avons aujourd'hui, mais l'écrit joue un rôle non négligeable dans le transfert de travail. J'utilise à dessein ce terme-là qu'a introduit Lacan dans son école sur le transfert de travail, justement comme probablement une réponse au reste du transfert, quand il s'agit effectivement d'étudier la psychanalyse, quand il s'agit de passer à l'analyste. Eh bien, quant au transfert de travail, ces échanges écrits ont beaucoup d'importance. Et on peut savoir gré à Jacques-Alain Miller d'avoir soutenu depuis maintenant de nombreuses années tous les moyens qui nous permettent d'échanger par écrit. Je me souviens de la campagne pour les fax, ça paraît à la préhistoire maintenant, et puis après de la campagne pour les mails, et maintenant on est à la campagne pour le tweet, etc. etc. Et il y a le Gigi, le journal des journées qui nous abreuve de ces versions
quasi quotidienne d'un certain nombre de choses, et on a envie d'écrire pour ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai eu envie. Alors que très souvent, je me traîne un peu en me disant oui, il faudrait que je fasse un article pour telle chose, il faudrait que je fasse un petit mot pour telle autre. Et bien là, spontanément, j'ai eu envie, et j'ai envie encore d'envoyer des mots au Gigi pour qu'effectivement, ça, on puisse échanger, on va. Et donc, on peut dire que l'écrit, là, ça joue un rôle qui que peut-être la correspondance jouait à ce moment-là. Alors, évidemment, c'était différent puisque c'était la correspondance avec Freud. Alors, direz-vous, là, c'est la correspondance avec Jacques-Alain Miller, pour une part, c'est vrai. Hein, sans doute, il y a des analogies. Mais il n'avait pas beaucoup d'autres moyens, si ce n'est, effectivement, de se déplacer. Alors, est-ce que Freud a encouragé ça? Parce que finalement, c'est une question de savoir si l'analyse faite par écrit par ces hommes est une analyse. C'est une question. Est-ce que Freud a encouragé ça? Lui-même, Freud a fait son analyse avec Fliss par écrit. On le sait. Il n'a pratiquement pas rencontré. Enfin, il l'a rencontré quelques fois. Mais ce n'était pas des séances au sens où effectivement on l'entend. Il y a des échanges. Alors, Freud là-dessus a des remarques très précises auprès de Ferenczi. Il lui dit que, en particulier quand il a commencé en 1916, la première période où Ferenczi va voir Freud pour 15 jours, 3 semaines, c'est court. Mais en 1916, il va faire plusieurs séjours auprès de Freud. Eh bien, Ferenczi se précipite. Il faut dire que les conditions étaient spéciales. Ferenczi avait commencé en 1914, je crois, à aller voir Freud une semaine, et puis ou 10 jours. Et puis, rapidement, il est mobilisé, c'est la guerre. Et donc, voilà, il ne peut plus aller voir son analyste. En 1916, il a des permissions. Et donc, il va voir Freud dans ses permissions. Et entre-temps, à peine avait-il vu Freud dans un premier temps qu'il commence à écrire comme un fou, à envoyer des lettres, etc., et à s'auto-analyser. Et Freud lui dit, c'est assez troublant, Freud lui dit non, on ne peut pas s'auto-analyser et s'analyser en même temps. Ça n'est pas possible, c'est incompatible. On ne peut pas aller voir quelqu'un pour faire une analyse et en même temps s'auto-analyser. Alors arrêtez ça tout de suite. On verra que Freud donne comme ça des indications très précises à Ferenczi. Il est très interventionniste avec Ferenczi. Plus d'une fois, il lui dira « Arrêtez ça ». J'allais dire jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, on a l'impression que c'est un peu compassionnel. Mais effectivement, quand Ferenczi continue à vouloir écrire sur la technique, Freud lui dit « Ça suffit, arrêtez ça tout de suite ». Bon, donc... c'est intéressant de voir quels sont les échanges entre ces hommes pour voir effectivement à quel point la passion qui a pris Ferenczi pour la psychanalyse l'entraîne dans cette tentative de poursuivre ce que sont ces séances par l'auto-analyse. Mais on peut se poser une question. Est-ce que finalement cette passion auto-analytique n'était pas elle-même, et c'est à mon sens le sens de l'interprétation de Freud, une résistance au transfert, une réticence effectivement à s'adresser à Freud. Je crois que à plusieurs reprises il en est question dans la correspondance. Et en tout cas, je trouve que cette opposition marquée par Freud entre l'auto-analyse et ce qui fait l'analyse avec quelqu'un me paraît une distinction tout à fait contemporaine et moderne, et que le transfert suppose l'implication, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une parole auprès d'un autre, suppose l'engagement du corps et suppose de faire cet autre qu'on appelle l'analyste le support de la parole qu'on lui adresse, de ses associations, en même temps que celui-là se fait le siège de l'interprétation. Alors,
évidemment, il y a un moment très difficile des échanges entre Freud et Ferenczi, une sorte d'affolement du transfert. C'est le moment très riche où effectivement Ferenczi a pris en analyse la fille de son amie Gisela, qui n'est pas encore sa femme, qui n'est pas encore sa maîtresse même, je crois. Et donc il a pris cette jeune fille en analyse et il devient amoureux de cette jeune fille au point de vouloir l'épouser. La chose est complexe et vous comprendrez bien que vous avez entendu tout à l'heure comment lui-même, Ferenczi, considère qu'effectivement il y a des limites dans la pratique qui imposent à l'analyste en tout cas de respecter effectivement une neutralité à l'égard de ses patients et de ses patientes. C'est-à-dire qu'effectivement l'amour de transfert, c'est un vrai amour au sens effectivement de sa définition, mais je veux dire que ça reste un amour de transfert que dans la mesure où effectivement il ne s'accompagne pas d'un passage à l'acte, où il ne s'accompagne pas effectivement d'un engagement dans la vie ordinaire, en dehors des séances, d'un engagement amoureux. Et quand c'est arrivé un certain nombre de fois, évidemment, les analystes conséquents ont quitté leur place d'analyste, et c'est ce que fait Ferenczi, puisqu'il adresse la jeune Emma à Freud, à un moment donné. Il l'adresse à Freud dans un mouvement un peu trouble, puisqu'effectivement, à la fois, il lui adresse pour poursuivre l'analyse, mais aussi pour que, effectivement, il lui dise quels sont les réels sentiments de la jeune fille à son égard. Donc, c'est un peu confus comme position. Et d'autre part, il est pris dans une difficulté avec Gisela, qui est une femme plus âgée que lui, qu'il finira par épouser, dans une difficulté où effectivement Gisela, qui trouve le soutien de Freud à un moment donné, effectivement supporte ce qui se passe entre Ferenczi et sa propre fille, mais évidemment demande à Ferenczi de savoir ce qu'il veut dans cette affaire. Il n'épousera pas donc la jeune fille et d'une certaine manière en rendra Freud pour toujours responsable, bien que alors il y a un certain nombre de notations où on a le sentiment d'un renoncement qui pèsera sur l'humeur, qui pèsera définitivement sur l'humeur de Ferenczi. Ferenczi se montre très responsable, très raisonnable après dans le traitement de ses amours avec Gisela. Et il s'en sort en considérant le caractère pathologique de la relation qu'il avait avec la jeune Elma. Alors au-delà de ça, ce qui occupe une partie importante des échanges entre Freud et Ferenczi, où effectivement Freud a des notations tout à fait intéressantes, contemporaines, où il dit par exemple à Ferenczi: on ne peut pas conseiller quelqu'un sur le choix de son partenaire ou sur le choix de son conjoint. Intéressant. Je veux dire qu'effectivement ça rejoint les pratiques que nous avons, mais il y a beaucoup de patients je pensais à un patient en particulier qui me priait, me suppliait de lui dire ce qu'il devait faire, s'il devait rester avec cette femme qui le trahissait, etc., ou au contraire s'il devait la quitter. Et effectivement, je lui avais dit je ne peux pas vous donner de conseils. Et j'étais content de voir que Freud avait dit la même chose à Ferenczi. Je ne l'avais pas lu avant.